Bonjour et bienvenue à l'Assemblée générale du groupe CNIM. Sont présents à mes côtés pour cette séance Louis-Roch Burgard, directeur général, Régis Rivière, directeur financier, et Frédéric Favre, directeur juridique. Monsieur Sébastien Lassou, représentant le Collège des commissaires aux comptes, interviendra également, même s'il n'est pas physiquement présent ici. À titre liminaire, Frédéric Favre, directeur juridique donc, du groupe, vous apportera quelques précisions sur les conditions de tenue de la présente réunion. Merci, Président. Chers actionnaires, mesdames, messieurs, compte tenu de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 et conformément aux dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020, prorogée par le décret du 9 mars 2021, la présente Assemblée générale mixte se tient exceptionnellement à huis clos, c'est-à-dire hors la présence physique des actionnaires et des personnes ayant le droit d'y participer. Dans ce contexte, vous avez été invités à exprimer votre vote, soit par correspondance, soit par écrit. Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents ont été tenus à votre disposition au 67 rue Anatole France, Levallois, et consultables sur notre site internet cnim.com, y compris le rapport complémentaire du conseil d'administration de sa réunion du 16 juin dernier. En outre, vous aviez la faculté de poser des questions par écrit ou faire inscrire des points à l'ordre du jour, les résolutions. À ce jour, nous ne décomptons aucune question écrite. Si tel avait été le cas, naturellement, une réponse vous aurait été apportée sur notre site internet. Conformément aux dispositions de l'article 5.1.2 de l'ordonnance du 25 mars 2020, l'Assemblée générale est retransmise en direct et sera accessible en différé sur notre site à compter du 2 juillet 2021, et ce pendant une durée de 2 ans. Ces conditions exposées, nous vous proposerons d'ouvrir la séance et de constituer le bureau. En l'absence d'actionnaires représentant le plus grand nombre de voix, nous vous proposons de nommer comme scrutateurs non actionnaires messieurs Régis Rivière et Louis-Roch Burgard. J'assurerai pour ma part le rôle de secrétaire de séance. Il ressort de la feuille de présence établie à la suite de la clôture des votes que les détenteurs de 2 364 377 actions étaient présents ou représentés, soit un quorum de 83,70%. L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire peuvent donc valablement délibérer, et je peux donc passer la parole au Président. Merci. 2020 fut une année particulièrement nantie en événements. Faire face à une instabilité sanitaire avec une pandémie mondiale, avec de longues périodes de confinement, a modifié non seulement notre façon de travailler, mais aussi notre interaction les uns avec les autres. Nous avons dû aussi faire face à des difficultés financières sans précédent dans notre groupe. Et malgré ces incertitudes, nous avons démontré notre persévérance, notre courage et notre professionnalisme. Ces situations particulières ont aussi créé des opportunités et nous ont permis d'engager une transformation profonde, dont une réduction drastique des frais généraux et une restructuration de la gouvernance du groupe afin de nous permettre de nous adapter à l'évolution des marchés. Nous avons signé en avril 2020, validé par le tribunal de commerce le 23 juin 2020, un protocole d'accord avec des créanciers publics et privés qui nous permettait d'envisager, d'une part, la restructuration financière de notre groupe par la cession d'actifs, et d'autre part, la poursuite de nos activités dont le périmètre restait équivalent à celui d'hier. Notre carnet de commandes était conséquent, la confiance de nos clients était concrète et l'État a alors clairement exprimé son soutien à notre groupe. Nous avons entamé, jusqu'en fin d'année, une période de construction future et nous nous sommes mobilisés afin de continuer de fonctionner au mieux de nos capacités. Je vais maintenant passer la parole au directeur général, Louis-Roch Burgard, qui va entrer dans les détails de la situation du groupe. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et tous. Je vais vous présenter un certain nombre des éléments de l'activité et de l'exercice écoulé du groupe. Donc, si on passe d'abord au secteur innovation et système, c'est un secteur qui est composé de 2 grandes activités ou 2 grandes divisions.
DSI pour la division des systèmes industriels et Bertin. Chez DSI, les commandes de l'année ont été positives, avec notamment la poursuite de notre implication dans le programme de dissuasion nucléaire, avec le marché de remplacement des tubes lance-missiles pour le SNLE Le Terrible, remplacement qui est en cours en ce moment à l'île Longue. Une commande reçue également pour le traitement d'obsolescence optronique, c'est-à-dire de tous les systèmes de visualisation et de positionnement du système de pose rapide de Travure, SPRAT, qui est en dotation dans l'armée française, dans le génie, en partenariat avec Bertin. Des commandes d'ouvrants à la fois porte-torpilles et porte-sonar pour des bâtiments de surface pour notre client Naval Group, lui-même évidemment pour les forces françaises. Et le dernier point, les premières commandes pour des systèmes aéroportés de surveillance maritime par ballon captif, c'est le type d'équipement qui figure sur cette slide à droite, pour l'Agence européenne de surveillance des frontières, Frontex. Dans le nucléaire, nous avons obtenu un contrat avec un nouveau client, Framatome, pour la fourniture d'équipements de levage du couvercle du réacteur pour la nouvelle centrale d'Hinkley Point, EDF en étant le maître d'ouvrage. Et en fabrication industrielle, nous avons continué à prendre des commandes pour la production de châssis, de bâtis, qui permettent de construire les machines qui servent elles-mêmes à la production de semi-conducteurs, c'est-à-dire plus prosaïquement de microchips. En livraison chez DSI, nous avons livré une version modernisée du pont flottant motorisé qui est également largement en dotation dans les forces françaises, avec rampe courte et commande unique, pour utilisation par les forces en opération externe. Ces deux modules qui ont été utilisés en Côte d'Ivoire et qui ont donné pleine satisfaction. Et dans le nucléaire et nucléaire expérimental, nous avons livré à Technic Atome les pièces constituant le cœur du réacteur Jules Horwitz, qui est un réacteur à la fois d'essai et de production de matériel médical, et plusieurs systèmes à destination de ITER, ITER étant en charge de la production du réacteur test de fusion thermonucléaire, l'énergie de l'avenir, et donc avec la livraison de plusieurs systèmes complexes pour eux. Et dans les solutions industrielles, la livraison, la suite des commandes évoquées précédemment pour ces machines de production de puces électroniques. Chez Bertin, l'année a été également assez fructueuse, même si elle a été légèrement impactée en prise de commande par l'impossibilité de se déplacer et donc de rencontrer ses clients existants ou prospects. Malgré cela, Bertin a signé un accord cadre de 8 ans pour la fourniture de réseaux de capteurs autonomes FlexNet. Ce sont des réseaux de surveillance périmétriques, extrêmement souples et renvoyés et pilotés de façon centrale, avec des capteurs à la fois visuels, de température, sismiques, acoustiques. Voilà, et c'est la filiale de Bertin Exensor qui réalisera ça pour le ministère de la Défense néerlandais. Et nous avons également été bénéficiaires d'un contrat de rétrofit des systèmes de manutention pour la force de frappe stratégique aérienne, et c'est Bertin qui a fait ça pour le client MBDA, lui-même fournisseur des missiles qui sont ainsi déplacés. Et dans le nucléaire et la radioprotection, un contrat cadre pluriannuel qui nous permettra de fournir des radiamètres pour la sécurité civile suédoise, et puis un réseau de surveillance radiologique, météorologique et des effluents pour Hinkley Point, la centrale précitée pour EDF. Mais Bertin a également bénéficié, entre guillemets bien entendu, de ce que l'épidémie Covid a pu apporter dans son domaine des life sciences ou de la gestion et de la banalisation des déchets infectieux. Évidemment, le Covid a poussé les demandes, notamment en Presselis et en Coriolis. Le Presselis permettant la préparation d'échantillons scientifiques et biologiques, et le Coriolis, le contrôle de la contamination de l'air par le prélèvement de cet air et la concentration de ce qu'il y a à l'intérieur. La banalisation des déchets infectieux, c'est tout simplement le broyage et l'inertage des déchets hospitaliers.
évidemment, en pleine épidémie de Covid, les demandes ont été assez fortes, et c'est ça qui nous a amené à prendre la commande pour la fourniture de 16 stations SterilWave, du nom de ces équipements, pour les hôpitaux de Wuhan, que maintenant tout le monde positionne bien sur la carte du monde, ainsi que pour 18 équipements de petite taille et 2 de plus gros de taille pour le Kenya, dans le même cadre de plan d'aide pour la lutte contre le Covid. Voilà pour l'essentiel. Chez Innovation et Systèmes, et peut-être pour terminer, 2 opérations significatives réalisées dans le cadre du périmètre de Bertin, une modification de périmètre avec en septembre 2020 la cession de l'activité Bertin Énergie Environnement. On l'a fait sous la forme d'une cession de fonds de commerce au groupe Naldeo. Et puis, au début de cette année, la cession de Bertin IT, une activité de développement de logiciels de sécurité et de cybersécurité, qui a été cédée en mai 2021 au groupe Chaps Vision. Pour ce qui est du secteur environnement et énergie, il a été, comme vous l'imaginez, soumis à rude épreuve cette année, avec pas de commandes, et c'est quelque chose qu'on reviendra, et notamment dans le domaine EPC, mais en revanche, des livraisons assez nombreuses. Nous avons d'abord livré à mi-année 2020 une centrale à Kemsley pour notre client Willabrator. C'est une centrale importante, de ligne de 35 tonneurs, donc avec une capacité annuelle de 550 000 tonnes, qui produira suffisamment d'énergie pour alimenter 100 000 foyers, ainsi que des exports vapeur alimentant un papetier voisin. Nous avons également livré à la fin de l'année pour le client Veridor la station d'Avonmouth, avec 2 lignes un tout petit peu plus petites, avec également une production électrique significative qui permettra d'alimenter 84 000 foyers. C'est là également que nous avons mis en œuvre et commencé à utiliser un simulateur de conduite de ces opérations, le CNIM Digital Operator Training. Comme l'activité a été extrêmement chargée et jusque en ce début d'année, nous faisons un petit point sur les faits marquants des 4 derniers mois, et notamment dans le domaine de l'EPC. Nous sommes actuellement en pleine phase de production à Sharjah, en pleine phase de construction, avec un très gros client, un très gros contrat, puisque c'est une ligne qui permettra de traiter 300 000 tonnes par an. Le contrat ONM, à ce stade, est prévu de rester chez CNIM EPC, et nous avons actuellement plus de 1000 personnes sur site présentes, et tout ça devrait nous permettre une livraison prévue dans le courant du second trimestre de l'année 2022. Nous travaillons également à Belgrade, et c'est le début des opérations de montage, donc une opération absolument critique, qui permet de garantir la tenue des délais, pour une ligne de 340 000 tonnes, avec un peu de retard à ce stade, mais couvert par une claim Covid qui a été reconnue par le client. L'installation devrait être livrée à la fin de l'année 2022 et permettra de produire 33 MW d'énergie, ainsi que le réseau de chauffage urbain local. En France, plusieurs installations en cours. France Outre-mer d'abord, puisque Pierrefonds est situé à La Réunion. Nous travaillons pour notre client local Ileva. C'est une installation complexe qui a nécessité des études complémentaires et qui ont amené des délais supplémentaires, mais qui sont couverts par le client. Cette installation, elle est particulière puisqu'elle recouvre à peu près toutes les filières de traitement et de tri et de tous les déchets connus. C'est d'abord une installation qui permettra de préparer des combustibles solides de récupération ainsi que d'en réceptionner de nouveaux, qui réceptionnera également des déchets verts et des biodéchets, et qui ensuite traitera l'ensemble de ces déchets sous deux formes, qui sont à la fois la méthanisation pour les biodéchets et les déchets verts, et puis l'incinération pour le combustible solide de récupération. Et donc, nous sommes mandataires du groupement de construction, et nous avons un contrat d'exploitation pour 10 ans. La phase de construction elle-même, une fois le permis validé, devrait démarrer dans le mois d'août.
À Rambervillers, nous modernisons une usine existante pour Suez Énergie. Les essais à froid ont été terminés et validés par le client. Les essais à chaud ont démarré et sont en cours. Et c'est une installation de taille modeste, mais qui devrait permettre d'alimenter en électricité et un chauffage urbain dans la collectivité avoisinante. À Troyes, une installation un peu plus importante que nous réalisons en ce moment pour Veolia, avec les essais de performance et de marche industrielle terminés, une réception attendue peut-être ce jour même, et une installation qui devrait couvrir en électricité 50 000 habitants et permettre le raccordement de 9 000 nouveaux utilisateurs au réseau de chaleur urbain. En Grande-Bretagne, notre très gros chantier qui est celui de l'Ostock, les enabling works, c'est-à-dire les travaux préparatoires qui consistent en la libération de l'emprise qui est déjà bien occupée comme on peut le voir sur cette slide. C'est une ancienne centrale de production d'énergie au charbon, qui a été évidemment décommissionnée, mais qui reste en place et qui est en cours de démolition. Il faut préparer également le sol. Tout ceci est sous la responsabilité de notre client. Nous avons eu pour notre part la responsabilité de produire la station de traitement d'eau qui est mise à la disposition de Tata, encore actif sur le site, ainsi que les bâtiments de bureaux pour Tata. Nous avons aussi sous notre responsabilité le dévoiement d'un certain nombre de réseaux et nous avons commencé à installer un certain nombre de pieux qui nous permettront de construire l'installation de valorisation d'énergie. Nous avons cependant été obligés de cesser ces travaux puisque les zones n'étaient plus disponibles et en discussion avec le client, nous avons l'intention d'essayer de reprendre ces travaux quelque part au début de l'automne. Earl's Gate est malheureusement un chantier sur lequel nous souffrons pas mal. C'est une installation pourtant de taille raisonnable, mais où nous avons été très lourdement impactés par la faillite de notre sous-traitant Clugston. L'épreuve hydraulique de chaudière a été réalisée à mi-mai avec succès. Les essais à chaud du backup boiler, c'est-à-dire de la chaudière de secours, sont prévus début juillet. Tous les travaux sont en cours en même temps, ainsi que vous pouvez le voir sur le slide, sur un site fortement contraint avec une très forte coactivité, ce qui évidemment met les équipes à rude épreuve. Et nous avons obtenu une extension de délai au titre de 2020 avec la reconnaissance d'un impact de 80 jours du Covid-19. 2021 n'a pas encore été couvert et la livraison est planifiée au troisième trimestre de l'année 2022. Voilà. Et pour les centrales qui sont déjà en exploitation, certaines fonctionnent très bien et donnent pleine satisfaction à leurs clients. La garantie ainsi de disponibilité a été tenue pour notre client Willabrator sur l'installation de parquets de fer, voilà, et à sa grande satisfaction, bien entendu. De la même manière, la fin de la période de garantie a été assurée à Beddington pour Viridor. Voilà, avec une exploitation au nominal depuis 2018 et sous la responsabilité de clients depuis 2019. Sur Kemsley, nous avons encore des problématiques de performance liées à la turbine, qui nous avait évidemment été fournie par un grand constructeur externe, mais qui ne donne pas à ce stade pleine satisfaction, d'où le fait que nous devons reconduire des tests début juillet. Et sur Avonmouth, les tests de performance doivent être revus sur cette usine qui a été réceptionnée récemment. Et peut-être pour terminer sur nos activités de taille parfois un peu plus modeste, à La Rochelle, nous démarrons la phase travaux pour un projet majeur pour Veolia France, avec un revamping du traitement de fumée et du groupe turbo-alternateur pour améliorer le rendement énergétique de l'installation en accord avec les nouvelles normes. Voilà, et bien sûr, des négociations pour les extensions de délai. À Vaux-le-Pénil, l'installation a été réceptionnée en novembre 2019.
Elle donnait satisfaction à la réception. Nous avons rencontré des difficultés suite à des modifications de la conduite opérationnelle par l'exploitant en cours, ce qui a amené quelques retards qui ne sont pas de notre responsabilité et quelques demandes de modification auxquelles nous avons procédé et qui donnent maintenant pleine satisfaction. Et à Albioma, pour Albioma, la chaudière ALM3, Albioma Le Moule numéro 3, fonctionne de façon conforme. Sur le contrat ALM 1 et 2, donc Albioma Le Moule unité 1 et 2, le client a préféré nous retirer ce contrat et du fait de difficultés de relation avec son représentant sur cette opération. Et pour terminer, dans le secteur de l'environnement, parlons de quelques-unes des commandes de Lab, notre filiale spécialisée dans les traitements de fumée. Lab a sécurisé un certain nombre de belles nouvelles commandes, avec notamment à Börschigstrasse, sur une usine existante en Allemagne, sur laquelle on nous demande de procéder à installer des systèmes de condensation de fumée et des pompes à chaleur à absorption qui permettront en fait de capter de la chaleur en sortie d'usine et d'alimenter un réseau de chaleur. Voilà. Et le deuxième projet très significatif, les deux projets très significatifs sont Stapelfeld en phase 2, qui est une installation qui est en construction, elle, complètement neuve, et sur lesquels nous sommes attendus sur des niveaux de très basses émissions, qu'évidemment nous tiendrons avec les équipements de Lab. Et Lab a en plus récupéré deux commandes, celle de Sundsvall en Grèce, mais surtout celle de Protos au UK, en Grande-Bretagne, qui est une très grosse installation, sur laquelle d'ailleurs nous avions été un temps désignés comme candidat préféré pour la réalisation en IPC. Voilà. Et Lab a évidemment, comme c'est normal, livré un certain nombre des commandes qui avaient été passées au cours des années précédentes, en Espagne, en Suède et en Chine. Et je dirais à ce stade, rien à signaler. Les performances sont à l'attendu, les clients sont constants et aucune difficulté ne sont à relever. Voilà pour l'essentiel de l'activité de la société en 2020 et au début de 2021. Régis Rivière va vous parler des éléments financiers. Merci Louis Roch. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. La présentation financière portera sur les comptes consolidés, notre processus de restructuration et une rapide synthèse des comptes sociaux de CNIMESA. Alors pour passer en revue les différents indicateurs de l'année 2020, et voir comment cette année s'est traduite dans les chiffres, nous regarderons les commandes, les résultats, la trésorerie et les capitaux propres. Commençons par les commandes. Force est de constater que l'année 2020 a vu un recul important des commandes, et particulièrement sur la division environnement et énergie. Burgard l'a évoqué, hein, les causes sont de deux ordres. Des difficultés financières sur lesquelles nous avons communiqué depuis 2019 ont, dans la partie environnement et énergie, créé des difficultés pour signer les contrats. Et vous voyez d'ailleurs, on le verra plus tard, que la division EPC n'a pas signé ou peut signer de contrat en 2020. L'autre cause est la pandémie, également évoquée par M. Burgard, et qui a fortement impacté notre capacité à prendre des contrats à l'export, mais aussi à réduire les marges de manœuvre et les budgets de nos clients. Si nous nous concentrons maintenant sur les commandes d'environnement et énergie, la première sous-division d'environnement et énergie est donc la division EPC, donc les usines clés en main. L'année 2020, disons-le, n'a pas vu de signature de commande. Les 70 millions que vous voyez là se rattachent à une commande de l'année 2019, celle de Woodstock,
pour sa partie génie civil. L'année 2019 avait été très riche en prise de commande avec justement la commande Vostok, mais également la commande de Belgrade. L'année 2020 n'a pas vu de signature de contrat et je veux dire qu'à cette date, nous n'avons pas signé de contrat EPC. Pour ce qui concerne la division Lab, donc la division qui traite des émissions polluantes, cette division est composée de deux grosses lignes de produits. La première, ce sont donc les produits, les traitements des fumées. Et nous avons là connu de beaux succès en commande 2020, puisque vous voyez que le chiffre de commande a fortement augmenté par rapport aux années précédentes. Et dans cette business line, nous avons pris des commandes hors de France, à Singapour, en Suisse, en Italie. L'autre business line de Lab, ce sont les laveurs de fumée, ce sont donc des traitements de fumée de bateaux. Là, la pandémie a durement frappé cette activité et nous avons peu pris de commandes vu la difficulté pour les croisiéristes de planifier leur avenir à court terme. Pour la division exploitation, donc opération et maintenance, ONM, l'enregistrement des commandes en comptabilité est assez particulière. Nous enregistrons la partie fixe des commandes sur toute la durée de la commande et la partie variable des contrats est enregistrée chaque année. Enfin, donc en 2020, nous avons signé une commande en Bretagne pour laquelle donc, nous avons enregistré tout le chiffre sur la durée du contrat et le reste du chiffre de commande de 2020 sont les parties variables, notamment celles de notre installation en Azerbaïdjan. En 2019, nous avions aussi des très grosses commandes de Tiverval en France. Pour la partie service, donc l'activité de modernisation des installations, à la fois de l'unité de valorisation énergétique, mais également de l'installation industrielle de chaudière. Là, nous avons un chiffre de commande en baisse qui est en partie voulu par notre désir de ne pas répondre à des offres trop risquées, comme ça a été le cas dans le passé. Donc nous avons réduit notre scope et nous avons également souffert du recul des investissements de certains gros clients. Pour ce qui concerne l'autre division du groupe IM, donc la division Innovation et Systèmes, pour la division Systèmes industriels qui s'articule autour des activités défense, nucléaire, grands instruments scientifiques et puis clients industriels, là, notre carnet de commandes a lui aussi souffert de la réduction des budgets de nos clients. Nous avons également été assez sélectifs, d'une façon générale, la politique que nous avons mis en place depuis un an, d'être extrêmement vigilants sur la rentabilité des commandes que nous prenons. Donc là, nous avons aussi, comment dirais-je, évité de répondre à des appels d'offres qui ne nous paraissaient pas adaptés à ce que nous voulions faire. Bertin, de son côté, a, dans sa partie système à instrumentation, qui est la partie centrale de Bertin, celle qui aujourd'hui existe, puisque vous l'avez vu avec Laurent Guaguer, nous a dit qu'effectivement, le Bertin IT, donc technologie de l'information, a fait l'objet d'une session en 2021 et que la partie conseil avait été vendue en 2020. Donc la partie système d'instrumentation, elle a connu une bonne année malgré la pandémie
puisque nous avons un niveau de commande qui se situe parmi les meilleurs de l'historique. Quand on regarde la prise de commande sur une longue période, on voit très clairement que les prises de commande d'environnement énergie en vert est extrêmement cyclique. On voit aussi que la prise de commande de 2020 est faible. Elle est en dessous du niveau des plus faibles années historiques. Tout ceci nous conduit au carnet de commandes qui, bien sûr, diminue, puisque le carnet de commandes se calcule en prenant le chiffre d'affaires, les commandes et en retirant le chiffre d'affaires qui a été accompli pendant l'année. Et là, comme le niveau de commande est inférieur au chiffre d'affaires, effectivement, le carnet de commandes a reculé, mais néanmoins, il reste environ de 2 ans de chiffre d'affaires. Après les commandes, voyons comment l'année s'est traduite en résultats. Si le chiffre d'affaires du groupe a progressé, en particulier du fait de la division environnement-énergie, puisque si le carnet de commande est faible en 2020, par contre, le chiffre d'affaires a progressé puisque les gros contrats qui avaient été pris dans les années précédentes, en 2018 et surtout en 2019, sont en cours d'exécution et donc procurent un chiffre d'affaires important. Ensuite, et malheureusement, le chiffre d'affaires d'environnement énergie, s'il est bon, le résultat est décevant. Certes, nous avons diminué la perte de 2019, mais nous restons avec un niveau de perte importante. Et ça a plusieurs conséquences, plusieurs raisons qu'on va analyser par la suite. L'ensemble du groupe voit son chiffre d'affaires, son résultat courant négatif à moins de 100 millions, l'EBITDA à moins 84 millions, ce qui est effectivement, comme le disait M. Burgard, une performance décevante. Sur la partie environnement et énergie, on va parler principalement de la partie EPC, qui est la plus importante et qui a le plus fort impact sur le résultat. Encore une fois, si le chiffre d'affaires EPC a progressé, par contre, le résultat a été impacté par, certes, bien évidemment la pandémie, avec la désorganisation des chantiers, la sous-efficacité, la mobilisation des équipes sans qu'on ait de revenus en face, puisque les installations on ne pouvait travailler sur les installations. Les suites de la défaillance de notre sous-traitant Clockton, qui a donc failli en 2019, et clairement des conséquences de cette faillite se sont révélées encore en 2020 sur un certain nombre de chantiers, notamment celui d'Earls Gate, comme mentionné précédemment, et puis aussi des difficultés techniques propres à certains projets, notamment celui de Clarkson. Pour ce qui concerne les autres divisions, leur résultat 2020 est assez différent d'une division à l'autre. Lab, qui a plutôt bien fonctionné sur son chiffre d'affaires des laveurs de fumée. Si les commandes n'étaient pas bonnes en 2020, parce que pour les laveurs de fumée, par contre, elles avaient été bonnes précédemment, donc ça a créé un chiffre d'affaires intéressant pour Lab. Par contre, pour la division service,
Là, nous avons donc eu une baisse de chiffre d'affaires, un petit peu expliquée dans les commandes tout à l'heure, et qui a généré une rentabilité insuffisante. Par contre, la division O&M, elle, a une bonne résilience et a des résultats qui sont positifs et récurrents. Pour ce qui concerne maintenant la division innovation et système, là aussi, une vue un peu contrastée des choses. La division donc a plutôt un chiffre d'affaires plutôt en baisse pour des raisons qu'on a expliquées tout à l'heure. Le résultat est moins bon qu'en 2019, notamment à cause de projets difficiles et de dégradation au niveau de projets de projets de défense et de projets nucléaires. Donc la division système industriel a essayé de compenser ces éléments négatifs en faisant une grosse action de réduction de frais généraux. Mais il n'empêche que le résultat 2020 de la division des systèmes industriels est en retrait par rapport à celui précédent. Bertin, il faut faire abstraction effectivement de changement de périmètre. L'activité Bertin Environnement Énergie a été vendue en 2020. L'activité Bertin IT, donc celle qui a été vendue en 2021, a plutôt moyennement performé en 2020. Mais la principale activité de Bertin, donc Bertin Système et Instrumentation, elle a démontré tout son potentiel avec un chiffre d'affaires en hausse malgré la pandémie et un résultat fortement en hausse par rapport à l'année dernière. Voilà, ça c'était pour le résultat courant. Pour le résultat non courant, et là on parle de 3 types de résultats, les plus ou moins values de cession réalisées par l'entreprise, qui par nature sont un peu exceptionnelles, les coûts de réorganisation de la restructuration et les dépréciations sur les actifs. Donc moins de dépréciations en 2020 sur les actifs qu'en 2019. Par contre, les coûts de réorganisation, eux, sont ceux de la restructuration financière et donc des conseils qui nous assistent dans cette restructuration complexe, donc qui représente un coût de 13 millions. Quant aux plus ou moins values de cession, la plus-value de la cession du siège de CNIM aux Champs-Élysées a permis de faire une plus-value importante et qui se traduit par une plus-value globale de 27 millions ou 28 millions d'euros. Tout ça nous mène au résultat net du groupe. Nous avons vu le résultat opérationnel, donc encore une fois en réduction de perte par rapport à la dernière, mais un résultat décevant. À cela, il faut ajouter le résultat financier qui, lui, se décompose en résultat des intérêts et coûts de caution. Les intérêts ont augmenté avec l'augmentation de l'endettement, et puis les coûts de caution avec l'augmentation du coût du risque CNIM pour nos émetteurs de caution. L'impôt est négligeable, comme vous pouvez l'imaginer. Nous donne un résultat net de 131 millions négatifs, qui est, même s'il est en retrait par rapport à la perte de l'année dernière, est une perte qui nous posera, comme on le verra tout à l'heure, des problèmes sur le niveau de capitaux propres que nous devons résoudre avec la restructuration financière. En trésorerie, donc le groupe avait un besoin de financement, un endettement de 133 millions. Et cet endettement, ce besoin,
n'a finalement pas beaucoup augmenté malgré nos difficultés. Alors, plusieurs explications à cela. Bon, il aurait dû se détériorer fortement avec les résultats que vous avez vus, hein, un EBITDA à 83,6 millions, mais le cycle des projets a fait que l'année 2020 était une année où le BFR a été plutôt positif, donc ça a été une source de ressources. Et ça parce que beaucoup de projets de la division EPC ont été dans une position de surfinancement, c'est-à-dire que le CNIM encaissait plus qu'il ne décaissait. Dans le cycle des projets, ça arrive souvent en début de projet. Voilà, donc inutile de vous dire que pour les investissements, vu la situation, nous avons tout fait pour les réduire, ce qui fait qu'au total, l'endettement net à la clôture de l'exercice était peu supérieur en fait à l'endettement d'ouverture. Parlant d'endettement, donc vous avez là dans la page 41 un descriptif de l'endettement que je ne vais pas commenter. Simplement, il y a eu pour couvrir donc ces 144 millions. Donc il y a donc un passif financier important, hein, de 287 millions, donc des emprunts de 287 millions, qui donnent une trésorerie brute à la fin de l'année 2020 supérieure à 2019 à 143 millions. Il faut dire qu'on abordait, on aborde l'année 2021, qui est une année dont on sait qu'elle consommera beaucoup de cash. Donc pour l'endettement, il a varié des apports en ce qu'on appelle en new money, donc des apports que nos partenaires nous ont donnés, nous apportés en 2020, à savoir les banques pour 35 millions, l'État pour 9 millions, Martin pour 45 moins 20 millions, et voilà. Pour terminer sur les comptes consolidés, un regard sur les capitaux propres. Donc les capitaux propres, comme ont été fortement impactés, bien sûr, comme je le disais en commentant les résultats, par le résultat net très négatif de l'année 2020. Et donc nous nous retrouvons, après avoir finalement absorbé tous les capitaux propres accumulés fin 2018, avec les pertes de l'année 2019 liées à l'accident, en partie, hein, l'accident industriel de Cluxton, l'année 2020, avec toutes ces difficultés dont nous avons parlé, nous met à un niveau de capitaux propres très négatif. Et donc, quand nous avons réfléchi à la restructuration que nous voulions engager, la nouvelle restructuration que nous voulions engager, il fallait absolument régler cette question des capitaux propres négatifs, car nos clients ne peuvent pas considérer prendre avec CNIM des engagements à long terme, notamment sur les contrats EPC, si l'entreprise a un bilan si peu attractif. Donc, sur le processus de restructuration financière, donc, vous vous souvenez qu'en 2020, nous avons signé un premier accord avec nos partenaires et qui nous ont apporté donc, les ressources pour surmonter les difficultés apparues en 2019. Donc, l'année 2020, elle, n'a pas tenu ses promesses en termes de résultats, vous l'avez vu et entendu. Et donc, en fin 2020, nous avons réuni nos partenaires financiers pour voir avec eux comment faire face aux besoins de l'entreprise donc à moyen terme. Et nous avons donc signé un nouvel accord de restructuration financière le 21 mai 2021, qui avait comme objectif de renforcer nos fonds propres et nous donner la liquidité nécessaire. Et pour renforcer nos fonds propres, nous avions ce projet d'émission DORA que nous avons dû reporter après, qui est prévu dans le protocole, mais que nous avons reporté parce que, et suite à des difficultés
qui ont été identifiés au deuxième trimestre de 2021, il nous faut considérer un complément de moyens et donc rediscuter avec nos partenaires ce complément de moyens. C'est quand nous aurons la solution définitive que nous remettrons le projet d'émission des ORA sur rail et que nous ferons homologuer l'accord définitif par le tribunal. Donc, dans les séquences, un rappel de l'accord 2020. Donc, l'accord 2020 visait donc à apporter des ressources financières, d'une part, et puis également à apporter un renfort à la solidité de CNIM par un processus d'adossement. Donc, sur les ressources, eh bien, on les a vues tout à l'heure. Des ressources bancaires, des ressources de l'État, des ressources de notre partenaire Martin, et puis bien sûr des lignes de caution pour l'année 2020 à hauteur de 220 millions accordées par les émetteurs de caution, nos créanciers. Sans compter et sans oublier la garantie apportée par BPI à eux, donc BPI Assurance Export, à la hauteur de 50% des montants émis par les créanciers. Donc ça, c'est la partie ressources, c'est la partie capitaux propres, la partie solidité financière, mais c'est l'engagement que nous avions pris de lancer un programme d'adossement qui a d'ailleurs abouti à un certain nombre de cessions en 2020 et puis qui s'est poursuivi en 2021. Les cessions donc de Bertin Énergie Environnement et Technoplus Industrie en 2020. Et en 2021, les cessions de Bertin IT, d'ONM et de Biomasse qui sont en cours. Donc ça, c'était la restructuration de 2020 qui a donné ses résultats en 2020 et 2021. Et face à la situation et les résultats de 2020 que nous avons vus ensemble, eh bien, nous sommes remis effectivement en début 2021 autour de la table avec nos créanciers pour construire un nouveau schéma de restructuration articulé autour de 5 axes. D'abord, pour la restauration des fonds propres, la conversion de dettes financières en ORA, c'est quand même la méthode la plus rapide pour reconstituer les fonds propres. Deuxièmement, donc le rééchelonnement, le réaménagement du remboursement de l'argent que nous avons reçu en 2020, en 2 parties, la moitié immédiate à l'occasion des cessions dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis l'autre moitié rééchelonnée sur 2 ans. Troisième axe, donc l'octroi par l'État d'un prêt de 40 millions, d'un prêt participatif, d'un prêt FDES. Quatrième axe, l'augmentation du capital de l'AB par notre partenaire Martin en échange, en convertissant la majorité de sa créance. Et enfin, 5e axe, comme en 2020, la mise à disposition d'une ligne importante de nouvelles cautions pour permettre à CNIM de continuer à prendre les marchés. Et donc, pour revenir sur l'un des objectifs de ce protocole 2021, qui est la reconstitution des fonds propres, et je rappelle que pour reconstituer les fonds propres, il faut soit convertir de la dette en capital, soit faire des plus-values, ce que nous avons fait avec les cessions, soit améliorer le résultat, ce qui reste à faire. Donc, la reconstitution des fonds propres de 2000 prévue se fait effectivement par la réduction de l'endettement financier, sa conversion en capitaux propres, et ainsi, avec les plus-values de cession, nous atteindrions une reconstitution qui apporterait 200 millions de capitaux propres pour compenser les 137 millions qu'on a vus tout à l'heure. Donc des capitaux propres qui, en net, seraient négatifs à la fin de cette restructuration. Voilà, donc sur la restructuration 2021, vous allez retrouver en page 48 l'ensemble des chiffres que j'ai mentionnés
rapidement, hein, le nouveau financement de 40 millions, la conversion en capitaux propres de 163 millions, le réaménagement de la dette, la réaménagement de la dette des banques et de l'État, le réaménagement de la dette de Martin Gmbh avec l'augmentation de capital de l'AB et les nouvelles cautions bancaires. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'année 2020 était difficile, l'année 2021 continue à être difficile, la situation financière de CNIM fragilise sa capacité à signer des contrats, notamment les contrats EPC, et donc la signature de ces contrats prend du retard, et vous avez vu qu'en 2020, nous n'avions pas signé de commande EPC, et en 2021, force est de constater qu'à fin juin, nous n'avons toujours pas de commande EPC, même si nous avons beaucoup remis des offres, et qu'il y a des offres encore qui sont à l'étude par nos clients. Mais il n'empêche que ce retard de signature pose un problème en matière de résultats et de financement. En plus de cela, un certain nombre de projets, dont le projet Earthgate, dont Laurent Burgard a parlé, ont connu des dérives. Donc tout cela a fait qu'il faut, et c'est ce que nous faisons en ce moment, rediscuter avec nos partenaires d'un complément de financement qui donc compléterait le protocole que nous avons signé au mois de mai, que nous avions discuté tout au long du premier trimestre. Donc voilà, donc nous pensons être capables de mobiliser les ressources financières supplémentaires, et les discussions que nous avons avec les créanciers se déroulent bien, mais elles sont en cours. Voilà, je termine avec les comptes sociaux de CNIM SA. Alors, pour commencer, il faut rappeler que nous avons aussi une restructuration juridique depuis 2019, que CNIM SA, déjà en 2019, a filialisé un certain nombre d'activités qui étaient au sein de CNIM SA, comme l'activité des SI, l'activité ONM. Donc, le périmètre de CNIM SA a changé, et en 2020, il n'y avait plus dans le périmètre CNIM SA que finalement la partie EPC, donc la partie environnement énergie EPC. Et donc le chiffre d'affaires que vous voyez là, c'est en fait le chiffre d'affaires de 10 mois de cette activité EPC. Tout le reste ayant été filialisé et ne figurant pas sur ces résultats, puisque c'est des filiales. Et la partie EPC a finalement été filialisée le 1er novembre 2020. Donc vous avez là 10 mois de chiffre d'affaires EPC, ce qui explique la baisse du chiffre d'affaires. Bon, vous avez vu, on a vu ensemble que le chiffre d'affaires EPC a fait l'objet de pertes importantes, et vous retrouvez bien sûr dans le résultat de CNIM SA, qui porte 10 mois d'activité EPC, le résultat d'exploitation négatif de cette activité. En plus de cela, vous retrouvez le coût des cautions également, vous retrouvez le coût de l'endettement qui est porté par CNIM SA, et le coût des opérations de change qui sont également portés par CNIM SA. Et vous retrouvez également le résultat exceptionnel, c'est-à-dire le coût de la restructuration qui est porté par CNIM SA. Tout cela fait que le résultat de CNIM SA, certes, une perte réduite par rapport à l'année dernière, mais se traduit par une perte de plus de 100 millions. Voilà, voilà pour la présentation des résultats 2020. Maintenant, je passe la parole à Frédéric Favre. Merci Régis. Quelques mots au sujet du rapport du conseil d'administration sur le texte des résolutions. Traditionnellement, comme vous le savez, il n'est pas donné une lecture intégrale de ce rapport du conseil d'administration sur les résolutions qui sont soumises à votre vote. Néanmoins, je vous propose d'en résumer les principaux points. Tout d'abord, au titre des 4 premières résolutions, il vous est proposé d'approuver les comptes sociaux et les comptes consolidés.
puis d'affecter la perte au compte report à nouveau. Au vu de la diminution des capitaux propres, à un niveau inférieur à la moitié du capital social, il vous est proposé à la 22e résolution de décider la poursuite d'activité de la société. Au titre des 5e et 18e résolutions, il vous est proposé d'approuver les informations du rapport du gouvernement d'entreprise intégré dans le document d'enregistrement universel 2020 relatif aux rémunérations des mandataires sociaux, à savoir les rémunérations versées au titre de l'exercice 2020 aux mandataires sociaux, conseil de surveillance, directoire, conseil d'administration, la modification de la politique de rémunération applicable au directeur général, en ce compris l'attribution d'une rémunération exceptionnelle, et enfin la politique de rémunération applicable aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2021. Puis, au titre de la 19e résolution, il vous a été proposé de nommer Soluni SA en qualité d'administrateur. Soluni, comme vous le savez, est l'actionnaire majoritaire de Team Group avec 56,43% du capital. Soluni serait représenté par Madame Sophie Dmitriev, dont l'ensemble des éléments de biographie sont indiqués et repris dans le document d'enregistrement universel. Au titre de la 20e résolution, il vous a été proposé d'autoriser le conseil d'administration, durant une période de 18 mois, à racheter par la société ses propres actions dans la limite de 10% du capital. Au titre de la 21e résolution, il vous est proposé de ratifier le transfert du siège social à Levallois-Perret, lequel est effectif depuis le 15 mars dernier. Enfin, je vous rappelle que conformément aux décisions prises par le conseil d'administration qui s'est réuni le 16 juin dernier, les résolutions 24 à 28 n'ont pas été soumises à votre vote. Je vais désormais passer la parole aux commissaires aux comptes qui vont vous exposer les termes de leur rapport. Bonjour à tous, bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, au nom du Collège des commissaires aux comptes, PwC et Deloitte, je vais revenir sur les rapports que nous avons émis dans le cadre de notre mission au titre de l'exercice 2020. Conformément à l'usage, je ne vais pas vous en faire une lecture complète, mais vous résumer et attirer votre attention sur les principaux points, sachant que les rapports complets sont tenus à votre disposition par la société et figurent dans le document d'enregistrement universel 2020. Donc, je commencerai par notre rapport sur les comptes consolidés du groupe, comptes préparés selon le référentiel comptable IFRS. Dans un contexte marqué par la crise sanitaire et par les pertes d'exploitation importantes qui ont été supportées par le groupe, essentiellement liées à l'activité de construction d'usines, nous avons notamment orienté nos travaux sur deux points clés: les estimations à terminaison des contrats de construction, dont découle la reconnaissance du revenu à l'avancement et les provisions pour perte à terminaison. Et puis nous avons également revu l'évaluation des actifs immobilisés qui ont fait l'objet de tests de dépréciation. Nous avons également porté une attention particulière sur les éléments sous-tendant le principe de continuité d'exploitation qui a été retenu par la direction pour préparer et arrêter les comptes. Donc, en conclusion de ces travaux, nous avons émis une opinion sans réserve sur les comptes. Sans remettre en cause cette opinion, nous avons fait état d'une incertitude significative sur la continuité d'exploitation et attiré l'attention sur les informations apportées dans les annexes à ce sujet. Ces éléments ont été détaillés dans la note 1.b des comptes consolidés. Je vous invite à vous y référer. Nous avons également émis une observation visant à attirer l'attention sur les événements postérieurs à la clôture, conduisant ou pouvant conduire à un accroissement des coûts à terminaison de certains projets. Ces éléments sont également décrits dans les annexes. Et puis nous avons aussi vérifié la concordance des informations données dans le rapport de gestion du groupe avec les comptes consolidés et n'avons pas d'observation particulière à formuler sur ce sujet.
Concernant notre rapport sur les comptes annuels de CNIM Group SA, préparé selon les principes comptables français, de la même manière, nous avons émis une opinion sans réserve, fait état d'une incertitude significative sur la continuité d'exploitation et orienté nos travaux sur le point clé des estimations à terminaison des contrats de construction, pour les mêmes raisons. Nous avons également revu spécifiquement la finalisation de la réorganisation juridique avec l'apport d'activités de CNIM Group SA à la filiale CNIM INI IPC, effectif au 1er novembre 2020. Nous avons formulé à ce titre une observation afin d'attirer l'attention sur les informations données à ce titre dans les annexes. Et puis enfin, nous avons effectué nos diligences de revue du rapport de gestion et des autres documents qui sont adressés aux actionnaires. Cette revue n'appelle pas de commentaires particuliers. Je profite de cette intervention pour commenter également les autres rapports, le rapport spécial sur les conventions réglementées, dans lequel nous avons détaillé l'ensemble des conventions qui nous ont été communiquées. Outre les conventions approuvées au cours d'exercices antérieurs et qui se sont poursuivies, le rapport reprend certaines conventions de refacturation vis-à-vis des filiales conclues sur l'exercice écoulé et fait état du protocole de conciliation signé en mai 2021. Nous sommes également amenés à émettre des rapports spéciaux dans le cadre des résolutions à caractère extraordinaire relatives à des opérations de capital. C'est notamment le cas cette année de la résolution numéro 23 et nous n'avons pas formulé d'observations particulières dans ce rapport. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire aux comptes. Mesdames, Messieurs les actionnaires, vous avez été invités à exprimer votre vote dont nous allons désormais pouvoir vous présenter les résultats. Alors, la résolution numéro 1, approbation des comptes sociaux, a été adoptée à 99,99%. La résolution numéro 2, approbation des comptes consolidés, a été approuvée dans les mêmes proportions. L'affectation du résultat, résolution numéro 3, 99,99% adoptée. Résolution numéro 4, convention réglementée, adoptée à 99,98%. La résolution 5, approbation des informations mentionnées à l'article 22.10.9.1 du Code de commerce figurant dans le rapport du gouvernement d'entreprise, adoptée à 99,99% des voix. L'approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés à Madame Christiane Mitrieff en qualité de présidente du conseil de surveillance au cours de la période du 1er janvier au 31 juillet 2020 ou attribuée au titre de la même période, a été adoptée à 99,94% des voix. Tout comme la résolution numéro 7, qui concerne l'approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés à M. Canellas en qualité de vice-président du conseil de surveillance au cours de la période 1er janvier 31 juillet 2020 ou attribuée au titre de la même période, adoptée à 99,94% des voix. La résolution numéro 8, approbation de la rémunération totale, avantage de toute nature versée aux membres du conseil de surveillance et à ses comités au cours de la période 1er janvier au 31 juillet 2020, ou attribuée au titre de la même période, adoptée à 99,92% des voix. Résolution 9, approbation de la rémunération totale et avantage de toute nature versée à M. Nicolas Dmitrieff en qualité de président du directoire au cours de toujours cette même période, 1er janvier 31 juillet 2020, ou attribué au titre de la même période, adopté à 99,92% des voix. Résolution 10, approbation de la rémunération totale et avantage de toute nature versée à Nicolas Dmitrieff en qualité de président du conseil d'administration
au cours de la période 31 juillet au 31 décembre 2020 ou attribués au titre de cette période, adoptés à 99,92% des voix exprimées. Résolution numéro 11, approbation de la rémunération totale et avantages de toute nature versée à Madame Christiane Mitrieff en qualité de vice-présidente du conseil d'administration au cours de la période 31 juillet au 31 décembre 2020 ou attribuée au titre de cette période, adopté à 99,92%. Résolution numéro 12, approbation de la modification de la politique de rémunération applicable au directeur général au titre de l'exercice écoulé, adopté à 99,92% des voix. Résolution numéro 13, approbation de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés à M. Louis Roqueburgard en qualité de directeur général au cours de la période allant du 26 mai au 31 décembre 2020 ou attribué à titre de cette période, adopté à 99,92% des voix. Résolution 14, approbation de la rémunération totale, avantages de toute nature versés aux membres du conseil d'administration et de ses comités au cours de la période couvrant 31 juillet, 31 décembre ou attribué au titre de cette période, adopté à 99,92% des voix. Puis nous avons la résolution numéro 15, approbation de la politique de rémunération applicable au président du conseil d'administration au titre de l'exercice 2021, cette fois, adopté à 99,92% des voix. Résolution numéro 16, approbation de la politique de rémunération applicable à la vice-présidente du conseil d'administration au titre de l'exercice 2021, adopté 99,92% des voix. Résolution numéro 17, approbation de la politique de rémunération applicable au directeur général au titre de l'exercice 2021, adopté à 99,92% des voix. Résolution 18, approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du conseil d'administration et de ses comités au titre de l'exercice 2021, adopté à 99,92% des voix. Résolution numéro 19, nomination de la société Soluni en qualité d'administrateur de la société, adopté à 99,88% des voix. Résolution numéro 20, autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la société, adopté à 99,96% des voix. Résolution 21, ratification du transfert du siège social de la société, adopté 99,99% des voix. Résolution 22, constatation de la diminution des capitaux propres à un niveau inférieur à la moitié du capital social et décision sur la poursuite d'activité conformément à l'article 225-248 du Code de commerce, adopté à 99,99% des voix. Résolution numéro 23, autorisation à donner au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la société, adopté à 99,99% des suffrages. Résolution numéro 29, pouvoir, adopté à 99,97% des voix. Merci. Quelques mots de conclusion. Conclusion sur une année difficile, une année qui a été extrêmement décevante sur le plan des résultats, et notamment avec nos difficultés rencontrées suite à la faillite de Cluxton sur nos chantiers d'IPC. Difficultés bien sûr qui ont été aggravées par deux phénomènes qui ont impacté directement nos activités dans ce secteur, à savoir le Covid, qui a déréglé et désorganisé nos chantiers et nos chaînes d'approvisionnement, et bien entendu le Brexit, qui a eu le même effet sur nos chantiers importants qui se déroulent en Grande-Bretagne. Cette année difficile s'est traduite par des résultats très négatifs qui ont eu un impact sur la trésorerie de la société et qui nous ont obligés aux diverses
opérations de restructuration de façon à poursuivre notre activité. Un impact très lourd sur notre trésorerie, mais également, et vous l'avez vu, un impact très lourd sur nos fonds propres, qui sont aujourd'hui lourdement négatifs en préalable à l'opération de restructuration en cours. Ce dernier point a bien entendu créé chez nos clients, et notamment dans le secteur de l'EPC, des doutes sur notre capacité à entreprendre des chantiers qui généralement se déroulent sur au minimum 3 ans et qui s'accompagnent en plus d'une période de garantie de 2 ans. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons eu les plus grandes difficultés et nous ne sommes pas parvenus, tant à la fin de l'année 2020 que depuis le début de l'année 2021, à engranger de nouvelles commandes importantes pour cette activité. Donc un bilan assez préoccupant à ce titre, mais qui également ne doit pas faire oublier que les activités, d'autres activités de notre groupe se portent bien, et notamment les activités d'innovation et système. Certes, le résultat 2020 a été significativement en retrait par rapport à 2019, mais avec 2 types d'impacts, les impacts du Covid, bien entendu, et d'autre part, quelques contrats difficiles avec certains de nos clients pour la division des SI qui sont en voie de solution aujourd'hui. Donc, une année difficile, et une année difficile alors qu'au fond, beaucoup de clignotants pourraient être ouverts aujourd'hui. Nos marchés sont des marchés porteurs, les marchés de l'environnement sont des marchés d'avenir, les préoccupations en ce sens sont de plus en plus importantes, aussi bien pour ce qui concerne le tri ou le traitement des déchets, la génération d'énergie plus propre, des émissions mieux maîtrisées, des émissions polluantes mieux maîtrisées, ou bien le fait que les efforts en faveur des énergies du futur, du spatial, d'un développement d'un nucléaire plus sûr et plus propre, ou même de notre capacité par la défense nationale à répondre à des menaces dans un monde plus inquiétant, voilà, nous avons la chance, chez CNIM, de travailler sur des marchés très porteurs. Des marchés très porteurs, et je l'ai dit, un certain nombre de nos activités qui se portent bien et qui, même dans le courant de l'année 2020, ont réussi à limiter les difficultés et depuis le début de l'année 2021 se comportent de façon très encourageante. Un autre point qui est important et qui nous donne de l'espoir, c'est que malgré les difficultés du groupe, les clients continuent de nous soutenir. Et ils nous soutiennent en réalité dans tous les domaines. Tous nos domaines d'innovation et système, nous n'avons aucun client qui nous a fait défaut sous prétexte de notre situation difficile. Et dans le domaine de l'énergie et l'environnement, même si nos clients ne nous ont pas confié de nouveaux contrats EPC, ils continuent de faire appel à nos services et ils continuent de nous dire qu'ils nous feraient confiance, pour autant que nous leur présentions évidemment une situation financière restaurée. Donc, des éléments très encourageants et des éléments très encourageants qui s'appuient également dans le domaine de l'environnement sur le partenariat continu, partenariat technique bien entendu, mais également partenariat commercial et soutien financier qui nous a été accordé par notre partenaire historique Martin GmbH et qui a été d'un très grand soutien dans ces périodes difficiles. Donc une base solide et une base sur laquelle nous restons mobilisés et déterminés à voir la situation s'améliorer, en s'appuyant d'abord sur les hommes et les femmes de CNIM, qui malgré ces difficultés personnelles, difficultés globales de ce monde qui a affronté une pandémie, mais également difficultés propres à la société, sont restés mobilisés, sont restés déterminés à contribuer au redressement de la société et ont continué à faire valoir leurs compétences, celles qui nous valent la confiance de nos clients. Je dois également souligner que malgré les difficultés et les turbulences traversées, le climat social de l'entreprise est resté apaisé. Nous avons poursuivi un dialogue ouvert et transparent avec nos partenaires sociaux qui ont accepté de nous faire confiance et de nous accompagner dans cette passe difficile. Et je dois enfin souligner un soutien
très important de la part de l'État, aussi bien dans nos opérations de restructuration financière que pour le soutien de nos opérations à l'export, et que véritablement, sans ce soutien, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Voilà, donc des difficultés auxquelles il nous faut faire face et qui ne sont malheureusement pas terminées, des marchés et un environnement qui est porteur pour les activités de la société. Nous croyons et nous essayons de mettre en œuvre, avec toute l'énergie nécessaire, la capacité de rebond de CNIL. Merci Louis Roch, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, Louis Roch Burkhardt a dit l'essentiel. Mais donc la société traverse une période difficile, très difficile. Ceci étant, la société a déjà connu dans son histoire des hauts et des bas. Et une fois encore, c'est grâce à notre capacité d'adaptation, grâce à notre savoir-faire que nous, les hommes et les femmes de cette entreprise, nous l'aiderons à se relever. Merci à tous, je vous remercie de votre attention.